34 inscrits. Donc bonjour à tous et bienvenue sur cette classe virtuelle derrière le nouveau CPF et sa plateforme pour vous expliquer comment on va pouvoir utiliser cette nouvelle plateforme qui a été lancée le 21 novembre. Nous sommes deux organismes à avoir lancé cette classe virtuelle. Alors je vais laisser Arnaud commencer et se présenter, puis après je me présenterai rapidement. Donc rapidement, moi, donc Arnaud Géménère pour ceux qui me connaissent, de l'organisme DevOps, donc spécialisé en management. Et puis comme on avait pas mal de questions de nos clients et prospects, on a organisé avec Céline cette classe virtuelle justement pour rendre accessible et puis pour pouvoir répondre à un maximum de questions autour du CPF. Voilà en synthèse. Merci Arnaud. Donc, pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Céline Delors, je suis experte en droit de la formation et en ingénierie de la formation et de tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et je suis la dirigeante d'Alitia, qui est une société d'externalisation des ressources humaines. Petit message à ceux qui hésitent en ce moment avec quel organisme de formation travailler en externalisation, n'hésitez pas. Notre service commercial est ouvert pour tous les projets d'externalisation. C'est le moment, c'est la fin de l'année pour commencer les contrats dans le début d'année. Donc, nous allons passer à peu près 1 heure ensemble pour vous parler de ce nouveau CPF, voir comment on va l'organiser. Je réinsiste, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser vos questions par le biais du chat. Nous allons être nombreux aujourd'hui, donc on ne pourra pas passer par le mode micro, mais vous aurez tous la présentation à l'issue, donc vous pourrez aller la relire et la voir tranquillement. Je vais commencer par l'intervention en laissant la caméra. Si par hasard dans l'intervention il y avait à un moment des pertes de son, n'hésitez pas à me le dire. Dans ces cas-là, je couperai les caméras pour que derrière on soit plus tranquille. Le principal étant que vous voyez le support et que vous m'entendiez derrière sur l'information. Alors, sur ce nouveau CPF, je vous propose en fait qu'on commence déjà juste par un petit rappel. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent bien en fait tous les types de CPF, mais ça permet de nous remettre le cadre général en fait concernant le compte personnel de formation. Aujourd'hui, 3 types de CPF très distincts. Le CPF individuel, dont on va beaucoup parler, puisque c'est celui-là où il y a notre nouveau service dématérialisé mis en place par la Caisse des dépôts et consignations. Ensuite, derrière, on va parler du CPF co-construit, derrière, qui permettra aussi justement à l'employeur de financer. Alors ça, on verra que ça va être un peu temporisé et qu'on va devoir attendre quelques mois avant de le voir en réalité, mais j'y reviendrai tranquillement. Mais c'est vrai que c'est un CPF où l'employeur pourrait cofinancer avec le salarié qui commencerait au départ. Et ensuite, en fait, on ira voir le sujet du CPF de transition. Alors celui-là, on n'en parlera pas forcément derrière, mais c'est notre troisième forme de CPF. C'est le fait derrière que l'individu va utiliser sa cagnotte de CPF pour aller cofinancer une formation et va demander à la commission paritaire, à la CPIR, qui s'appelle aussi les transitions pro, derrière de financer le delta par le biais d'une commission. Alors nous, sur cette présentation, on ne s'intéresse pas forcément au CPF de transition parce que celui-là, derrière, vous passez toujours par les fonds GESIF qui vont changer de nom et qui vont s'appeler à partir du 1er janvier 2020 les CPIR, appelés aussi les transitions pro. Petit rappel pour un individu qui a travaillé depuis 2014 et qui a été en temps plein. Aujourd'hui, cet individu, il bénéficie au titre du CPF de 96 heures qui ont été converties à 15 euros TTC, j'insiste, le montant est en TTC, et donc ce qui lui fait au maximum 1140 euros. S'il avait travaillé de 2014, avant 2014, derrière, en fait, il avait droit à du DIF de la même façon depuis 2004. Et donc, dans ces cas-là, il avait accumulé maximum 120 heures à 15 euros TTC aussi, ce qui lui fait 1800 euros TTC. Ces deux montants viennent s'additionner, ce qui fait 3240, qui est le maximum que peut avoir un individu sur son compte CPF aujourd'hui. À partir de 2019, on acquiert les heures, enfin, on acquiert plus des heures, on acquiert des euros. Et à partir de ce moment-là, un individu qui travaille temps plein acquiert 500 euros TTC, sauf des salariés qui sont de niveau inférieur au niveau 5 et des travailleurs handicapés qui, eux, acquièrent 800 euros. Ces sous-là, vous ne les voyez pas encore sur le compte d'un individu, c'est normal, la première année c'était 2019, 2019 n'est pas terminé et de toute façon la Caisse des dépôts et consignations mettra toujours 4 mois maximum pour aller mettre à jour les compteurs. Donc vos salariés les verront au départ au 30 avril 2020.
Donc voilà ce que peut avoir un individu aujourd'hui sur son compteur CPF. C'était un petit rappel pour qu'on voit à peu près que le montant de 5 000 € n'est pas atteignable aujourd'hui, hein. Le maximum qu'il peut y avoir d'une cagnotte CPF, c'est 3 240 € et je réinsiste, c'est du TTC, hein. Pour vous qui en entreprise avez l'habitude de gérer du hors-taxe, là en fait on est dans des cagnottes TTC, d'où d'ailleurs l'avantage qu'auront les organismes qui sont exonérés de TVA sur la plateforme. Ça les aidera à mieux commercialiser puisque pour l'individu, ça leur coûtera moins cher. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'on a en ce moment une très grande vague d'organismes qui sont en train de demander derrière leur exonération de TVA. Pour rappel, les formations éligibles au CPF nécessitent absolument d'être des formations certifiantes, donc elles doivent être inscrites dans un des deux registres en fait qui existent liés au registre national, aux registres légaux, donc qui sont gérés aujourd'hui par France Compétences. Ces deux registres s'appellent le registre national de la certification professionnelle, le RNCP, et le deuxième que vous connaissez peut-être un peu moins s'appelle le répertoire spécifique qu'on appelait précédemment l'inventaire. Ces deux registres sont gérés par France Compétences. L'organisme doit faire une demande d'enregistrement des certifications dans un des deux registres et doit avoir reçu l'acceptation de France Compétences par le biais d'une commission et ça permet que la formation soit alors certifiante. À partir du moment où elle est rentrée dans un de ces deux registres, elle devient éligible au CPF. Il faudra quand même encore que l'organisme aille inscrire ses formations sur la plateforme. Attention, aujourd'hui, vous pouvez avoir des organismes qui ont bien des formations certifiantes inscrites au RNCP ou au répertoire spécifique, mais qui n'ont pas encore pensé ou qui n'ont pas encore pris le temps d'aller enregistrer en fait les éléments sur la plateforme. Ça prend un peu de temps, il faut reconnaître. En général, ça prend quelques heures pour chacune des formations. Je peux aussi, au titre du CPF, faire des blocs. Le RNCP peut avoir donné la possibilité d'enregistrer en fait son diplôme en différents blocs de compétences. Dans ces cas-là, je ne suis pas obligée de faire la formation en entier. Je peux faire juste un bloc et c'est finançable par le biais du compte personnel de formation. Les actions de VAE, les bilans de compétences sont également éligibles au CPF. Le code et les épreuves du permis de conduire sont également éligibles, mais ce peut être le permis de conduire véhicule léger, donc pour une voiture, mais également tout ce qui est permis poids lourd et permis super lourd. On rajoute à cela des actions d'accompagnement pour les créateurs et les repreneurs d'entreprise et des actions pour les bénévoles et pour les volontaires du service civique. Une fois que vous avez dit tout ça, nous avons la listing globale de toutes les formations éligibles au CPF. Donc il faut absolument pour pouvoir récupérer l'information sur la plateforme CPF, il faudra que l'organisme ait la possibilité d'avoir une des formations qui est dans cette liste-là. Sinon, derrière, elle ne pourra pas inscrire ses formations sur le biais de la plateforme. C'est impossible de le faire. Il faut absolument se connecter avec un de ces groupes de formation pour pouvoir montrer patte blanche pour rentrer sur la plateforme en tant qu'organisme. Bon, c'était un petit préalable juste pour vous rappeler deux, trois éléments sur le compte personnel de formation. Et derrière, en fait, on va pouvoir maintenant ensuite parler du mode d'emploi de la plateforme. Magali me pose une question sur les conditions pour être exonéré de TVA. Il suffit d'en faire la demande, en fait. Donc, en fait, l'organisme de formation sera alors exonéré de TVA. En fait, par contre, une fois qu'on est exonéré de TVA, on ne peut pas revenir en arrière. Quand vous êtes exonéré de TVA, ça vous évite d'aller facturer de la TVA, mais si vous avez de multiples activités, que vous faites de la formation et du conseil, vous ne pourrez pas faire les deux. Vous devrez avoir une double comptabilité, c'est-à-dire que vous ne pourrez faire que de la TVA, la non-TVA sur les actions de formation. Sur les actions, par exemple, de conseil, vous serez obligé de facturer de la TVA. Vous devrez donc avoir une double comptabilité, ce qui est plus compliqué à gérer. Et derrière, après, vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est là-dessus que ça dépend un peu du ciblage que vous avez comme client pour un organisme de formation. C'est une vraie décision stratégique. En général, les organismes qui sont exonérés de TVA aujourd'hui, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup avec les associations. C'est souvent le choix qui a été fait. J'en arrive au sujet de la plateforme Mon compte formation, donc, qui a été ouverte le 21 novembre. Juste un petit message pour savoir qui parmi vous a justement été voir et a téléchargé l'application sur son téléphone portable. Ça va nous permettre de voir si beaucoup de monde l'a fait. Je vais vous laisser répondre pendant ce temps et pendant ce temps, je vais avancer. Mehdi l'a fait. Oh, ben, je vois beaucoup de oui et de faits qui s'affichent, donc c'est bien.
Bon, ça me paraît évident, hein, quand on est au service formation, c'est bien de l'avoir fait, hein, pour aller observer à quoi ça ressemble. Et puis après, pour aller accompagner des collaborateurs et aider, c'est mieux de l'avoir vu en effet. Bon, donc vous n'allez pas être très surpris par ce que je vais vous montrer, mais moi, je vais vous donner quelques trucs parce que vous n'êtes peut-être pas allé systématiquement en fait derrière faire l'inscription et donc vous n'avez peut-être pas vu toute la suite de l'application. Donc on va aller voir toutes les parties de l'application. Il y en a encore deux, trois qui l'ont pas fait encore, hein. Il y a encore une petite marge de progrès, on va dire, dans la réalisation. Alors, certains me mettent que ça ne marche pas très bien. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais surtout l'application n'a pas été superbement bien notée, hein, par le biais des salariés, hein, les gens qui ont été dessus. Il n'y a pas eu de super note sur l'application. On peut donner une note aux applications et pour l'instant, la note n'est pas encore formidable. Donc, ça veut dire que la Caisse des dépôts et consignations peut mieux faire sur ce sujet. Il y a un peu des progrès encore à réaliser. Bon, il n'empêche que il faut reconnaître que le 21 novembre, on nous l'avait promis. Le 21 novembre, ça a été lancé. Beaucoup de monde s'est connecté en fait cette journée-là et les autres journées également, mais surtout le 21 novembre. Et la plateforme a tenu et elle a pu répondre aux uns et aux autres. Donc en fait déjà, ça c'est une belle réussite de la Caisse des dépôts et consignations. Ils l'ont fait dans les temps promis. Ils avaient au départ promis début fin septembre, mais c'est vrai que le retard pris a permis de rendre quelque chose d'opérationnel. On verra que toutes les fonctionnalités, par contre, ne sont pas encore ouvertes. On va encore avoir besoin d'un peu de patience, notamment pour que pour que l'employeur puisse abonder. Alors, dès le départ, la première chose que je dois faire, je viens de le dire, c'est soit de télécharger l'application sur mon téléphone portable ou sur ma tablette, hein, puisque je peux faire les deux aujourd'hui. Donc, soit par le biais de l'Apple Store, soit par Google Play, ou derrière, je peux toujours, hein, passer par le mode ordinateur, même si le mode privilégié de l'application telle qu'elle fonctionne reste l'application mobile, hein. Donc, normalement, tout a été vraiment conçu sur la partie mobile et l'ordinateur n'est que la seconde voie d'accès. Donc c'est vraiment, ils vont plus travailler l'ergonomie mobile que l'ergonomie ordinateur. Si vous aviez déjà ouvert votre compte, vous n'avez pas besoin de le rouvrir. Vous restez toujours avec votre numéro de sécu et avec votre ancien mot de passe. Donc ça c'est simple, hein. Vous avez juste à remettre votre numéro de sécu et votre mot de passe. Si certains l'ont oublié, il suffit d'aller en redemander un. Derrière, le mot de passe est obligatoire. Donc en fait, il va falloir le réinitialiser comme toujours les mots de passe sur ce genre d'outils. Si l'individu n'a pas encore créé son compte, bien sûr, il doit aller le créer, donner un certain nombre d'informations personnelles, notamment d'ailleurs son numéro de sécurité sociale, mais aussi ses informations générales derrière pour justement ensuite après avoir un mail de confirmation qui va lui être envoyé pour qu'il puisse se lancer sur la plateforme. Si c'est sa première entrée justement dans le compte et qu'il vient de le créer, tout de suite on va lui demander qu'il accepte les règles de conditions générales d'utilisation. Pareil, quand vous revenez sur le compte après une utilisation, on va vous demander de valider les conditions générales d'utilisation, puisque ça c'est nouveau, ça vient d'être créé sur la plateforme. Ces conditions générales, elles vont régir en fait les règles contractuelles entre ceux qui vont choisir des formations et qui vont les acheter par le biais de la plateforme et les organismes de formation. Ça, il n'y avait pas jusqu'à présent. Donc, c'est pour ça qu'en acceptant ces conditions générales d'utilisation, vous acceptez toutes les conditions générales de vente de la plateforme et les organismes de formation vont accepter justement ces règles également dans la contractualisation qu'ils vont avoir avec les formés derrière en CPF. Donc, il n'y aura pas de convention de formation, hein. C'est fini la convention de formation sur le CPF. Les organismes n'ont pas besoin de faire de convention. Le fait d'avoir accepté ces conditions générales d'utilisation valent convention. Ça simplifiera l'administratif. Là, on est sur une dématérialisation, hein, grâce à ce système-là. Mais c'est justement ces conditions générales d'utilisation de la plateforme qui vont valoir contrat, de l'importance de les avoir lues. Alors, on va un peu les survoler justement et les voir notamment sur tout ce qui est annulation ensemble, justement pour que vos salariés qui vont aller dessus derrière et vous-même n'ayez pas de mauvaises surprises en lien avec ces conditions générales d'utilisation. Il faut savoir que derrière, tout organisme qui travaille avec la plateforme CTPF accepte de conserver pendant 4 ans les pièces justificatives derrière qui sont en lien avec les missions qui ont été faites. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en général, on n'est plus vraiment dans la loi de temps de conservation par l'organisme. Donc ça nous redonne un peu une petite règle, bon, même si dans d'autres règles générales, je conseille les 6 ans liés plutôt à l'entretien professionnel. Finalement, on est sur une plateforme de marché, hein, derrière. Donc, en fait, ça va être toute inscription faite par la plateforme va
impliquer automatiquement une acceptation complète et totale des conditions générales d'utilisation. On ne pourra pas revenir et discuter dessus, hein, c'est ce qui fera froid entre l'acheteur et les vendeurs, et c'est ce qui servira si demain il y avait litige commercial, hein, c'est ces conditions générales d'utilisation, de l'importance notamment pour un organisme de bien les avoir étudiées. Sur la plateforme, vous pouvez, comme vous le faisiez avant, voir les droits au CPF. Alors, c'est plutôt bien fait, plutôt ergonomique. On les voit en assez grand. Là, vous avez un exemple. Et derrière, vous voyez ensuite justement un exemple de quel était le montant du DIF. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a intégré son DIF. On l'a fait exprès de le choisir. Vous voyez qu'on le voit en bas. Vous avez saisi 1800 euros acquis au titre du DIF. On peut éventuellement le modifier. Derrière, forcément, il faut avoir une pièce justificative de déclaration. L'individu a jusqu'au 31/12/2020 pour l'intégrer, comme l'a dit l'ordonnance coquille, hein, qui est l'ordonnance qui est parue au mois d'août dernier, le 21 août dernier, et qui a précisé que les gens ne perdraient pas leur DIF, enfin, ce qu'ils avaient eu en DIF, que ça serait valorisé à 15 euros et que ça resterait dans le compteur s'ils avaient entré leurs droits avant le 31 décembre 2020. Donc là, c'est répété sur la plateforme pour que l'individu n'oublie pas et puisse le mettre à jour. À partir du 31 décembre 2020, cette partie sur le DIF disparaîtra complètement et vous ne verrez plus que les droits en fait de formation dessus. Vous voyez sur votre gauche que derrière, en fait, les droits, ils vont être mis à jour le 30 avril. C'est pour prévenir justement l'individu que s'il ne voit pas, par exemple, s'il va en janvier 2020 voir ses droits, s'il ne voit pas tout de suite son année 2019, c'est normal. Il aura jusqu'au 30 avril pour voir les droits de 2019 qui arriveront derrière. Et vous voyez qu'il y a un petit exemple derrière qui le précise. Ça permet éventuellement d'expliquer à un individu, parce que ça nous arrive souvent en service RH d'avoir des gens qui viennent nous demander pourquoi ils ne l'ont pas encore et qui se plaignent auprès de nous comme si c'est nous qui avions fait malheureusement l'erreur de ne pas le mettre à jour. Or non, c'est parce que c'est la Caisse des dépôts et consignations qui va mettre un peu de temps pour le mettre à jour. Alors, Émilie demande si une personne crée son compte mais n'enregistre pas tout de suite ses heures de diff, a-t-il la possibilité de l'enregistrer plus tard? Oui, Émilie, jusqu'au 31 décembre 2020. S'il se réveille le 1er janvier 2021, ça sera trop tard et il aura perdu en fait tous ces éléments concernant ses heures diff et il ne pourra plus les transposer aux 15 euros TTC. Donc, c'est là-dessus que c'est intéressant. Il peut le faire là, justement. En fait, il aura directement, hein, au lieu d'avoir modifié mon diff, il aura à saisir mes heures de diff. En fait, il aura juste la différence. Donc, ça sera exactement au même endroit. Et il pourra le faire directement. Donc, c'est très facile, hein. Il aura juste à télécharger, par contre, la preuve. Et là-dessus, il faut qu'il ait la preuve, par contre, soit sur son bulletin de paye du mois de décembre 2014, soit une attestation fournie par son employeur en janvier 2015. C'est souvent ça qui manque, hein. C'est souvent la problématique sur ce sujet-là, sur les heures de diff. Alors, il pourra aussi avoir, et ça c'est plutôt bien fait, derrière l'historique de ses droits. Donc, c'est sur la même page que les droits qu'on a vus. Vous pouvez cliquer sur l'historique. Attention parce qu'il y a des gens que ça perturbe. En fait, ils croient qu'ils ont gagné en 2019. Il y a eu conversion en euros. Et donc, en fait, le 14/11/2019, c'est la conversion qui s'est faite. Vous voyez que la personne là avait 93 heures, on lui a multiplié par 15, donc elle a 1395. Mais c'est pas qu'elle les a acquis en 2019, elle les avait acquis dans les années précédentes. Et là, en 2019, on a fait la conversion. Et après, on voit sur les autres années les éléments. Petit point surtout important pour vous en tant qu'employeur, derrière, vous pourrez demander aux collaborateurs de vous imprimer le PDF que vous voyez juste sur votre droite. Il suffit que l'individu imprime le document en PDF et comme ça, vous pourrez avoir les droits en fait de l'individu et vous pourrez voir justement combien il a eu de droits qu'il a de droits ouverts. Ce qui peut servir pour un dossier de cofinancement, enfin, qui pourra servir quand on aura la possibilité de cofinancer. J'ai Valentine qui me pose une question. Une personne qui fait une formation via son CPF et qui a oublié d'incrémenter ses heures de diff, pourra-t-elle le faire par la suite? Non, c'est le problème, Valentine. En général, malheureusement, si vous avez oublié, derrière l'incrémentation n'est pas possible. Oui, je suis d'accord, François, j'ai entendu aussi. Normalement que pour l'instant, le PDF n'était pas disponible. Derrière, alors, on n'a pas réussi à m'expliquer pourquoi pour l'instant la Caisse des dépôts et consignations. Normalement, il devrait fonctionner. Je pense que c'est parce qu'ils sont en train de le mettre à jour et surtout, je pense qu'il sera à mise à jour, notamment pour 2020.
toute façon, pour l'instant, on ne peut pas cofinancer en tant qu'employeur. Donc, malheureusement, on ne peut pas beaucoup l'utiliser. Ça ne nous sert pas à grand-chose. Alors, Mehdi me demande, alors je vais traduire tout de suite l'information. En fait, à date, le cofinancement par l'entreprise n'est pas possible et il a été annoncé par la ministre que ça serait possible qu'à partir de fin mars. Donc, ça serait seulement à partir de début avril, en gros, que ça va fonctionner. Ah bon, bah, Sylviane nous dit qu'elle vient de tester. Pour elle, ça a fonctionné le PDF. Ben, on m'avait dit aussi à moi que ça n'avait pas fonctionné. Donc, ils ont peut-être réagi et remis à jour la chose. Merci en tout cas, Sylvia, de le retester. Oui, je confirme, Anne-Sophie, que le DIF disparaît si on ne l'indique pas avant le 31/12/2020. C'est ce qui a été écrit dans l'ordonnance coquille, hein. Attention, avant, il devait complètement disparaître et on devait enlever, pour les gens qui avaient 120 heures, on devait enlever les 1 800 euros. Là, c'est pas le cas, hein, on les enlèvera pas. Quelqu'un qui a intégré ses heures DIF avant le 31/12/2020 sur la plateforme conservera les montants qu'il avait eus en DIF. Il y aura conversion, comme c'est le cas là, et il les conservera. Par contre, s'il ne les a pas enregistrés avant le 31/12/2020, il les perdra. Donc là, il faut vraiment le faire. Donc c'est pour ça que ça peut être un message, hein, qu'on envoie aux collaborateurs. Nous, dans certaines entreprises clientes qu'on a en externalisation, on a prévu une lettre de message ou des communications dans notre plan de communication CPF. Derrière, on a prévu des messages pour rappeler aux individus qu'ils ne doivent pas oublier de le saisir avant le 31/12/2020, sinon ils vont les perdre. Alors, certains me disent qu'ils ont déjà eu des. Suzanne me dit qu'elle a déjà eu des salariés qui, suite à la monétarisation du CPF, deviennent très frileux pour le mettre à disposition de l'employeur. Pour l'instant, là, on ne peut pas faire de cofinancement. Donc, pour l'instant, ils peuvent l'utiliser comme ils veulent tout seuls. On va déjà voir s'ils sont frileux à l'utiliser tout seuls. Après, on a certains salariés qui ont l'impression de gagner voir leur cagnotte et de vouloir absolument la conserver pour demain, en imaginant que demain, ça sera mieux. Le problème, c'est que le jour où ils arriveront aux 5 000 euros, qui est le compteur maximum derrière, eh ben, ils auront 5 000 euros, ils n'additionneront plus rien dessus. Normalement, c'est quand même fait pour avoir une utilisation assez récurrente pour se former tout au long de la vie. Donc, normalement, c'est l'objectif du CPF. On verra après comment les individus vont l'utiliser. Aujourd'hui, ils en ont une utilisation autonome. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Contrairement à avant, ça ne passe pas par l'employeur pour faire un dossier de prise en charge par l'OPCO. Donc, ça passe directement par le salarié qui fait ce qu'il veut. On va voir si cette possibilité d'autonomie pousse l'individu à y aller plus et à demander plus de CPF. On verra. Ça va en tout cas lui faire découvrir combien coûte une formation, ça c'est sûr. Une fois que je sais ce que j'ai comme droit, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce que je peux faire comme formation. C'est en général la première démarche que l'individu va aller faire. Il va aller se demander qu'est-ce que je peux faire comme action de formation. Donc là-dessus, plusieurs possibilités. Soit j'ai une idée et donc je veux tout de suite aller voir. Donc vous voyez dans la petite barre rouge, alors je sais elle est un peu floue, mais impossible de le faire passer pour l'instant dans une autre manière. Mais sur cette barre, vous pouvez dans la première, là où vous voyez la petite loupe tout en haut, vous pouvez derrière soit mettre le nom d'un organisme, soit mettre le nom d'une formation ou les mots-clés de la formation et ça va vous lancer la recherche. Vous pouvez aussi mettre la localisation dans la dernière petite barre. Ça va éventuellement vous donner des formations qui ne sont pas éloignées de chez vous. Puisqu'on en a parlé par exemple de Libourne ou de Bordeaux, ça permet d'avoir des formations vous n'êtes pas ainsi obligé de venir en région parisienne. Pareil pour les Parisiens qui ne veulent pas aller à Libourne ou à Bordeaux. Donc ça permet éventuellement de le voir, mais sinon j'ai d'autres moyens d'aller rechercher cette formation. Je vais pouvoir aller chercher, vous le voyez sur votre gauche, par les métiers qui recrutent. Et ça, c'est assez intéressant comme démarche. C'est que pour les gens qui éventuellement voudraient se reconvertir ou pour les demandeurs d'emploi, ça va leur permettre justement de savoir vers quel métier on pourrait se tourner et au moins d'avoir une chance d'emploi. Et ensuite, vous avez sur votre droite des suggestions de formation, d'autres éléments qui peuvent être financés auxquels les gens ne pensent pas forcément quand ils voient la formation. Donc, ça vous parle de CLEA, du CLEA numérique, de la préparation VAE, du bilan de compétences, de la création d'entreprise, du permis auto ou du permis poids lourd. Donc là, l'individu peut aller cliquer directement et il va avoir les informations qui s'affichent. Donc, deux choix, soit le moteur de recherche, soit derrière les métiers qui recrutent ou les suggestions.
Alors, je précise, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait des tests, puisque vous avez déjà pour la plupart ouvert votre plateforme. Je précise quand même que le moteur de recherche, c'est l'élément qui va nécessiter d'être un peu retravaillé, hein, parce qu'on a des choses assez surprenantes quand on le fait tourner, et de temps en temps, on a des éléments où on ne s'attend pas du tout à la chose. Donc, en fait, c'est vrai que je pense que là, il y aura encore à travailler. C'était déjà le cas précédemment derrière sur le précédent moteur de recherche de la Caisse des dépôts et consignations, mais celui-ci aussi nécessite de le faire. Bon, c'est normal, hein, il va falloir que toute cette grosse machine tourne et qu'elle se lance un peu pour que derrière, on puisse avoir les bonnes informations. Mais c'est vrai qu'à date, des tests que nous, on a fait, on se rend compte qu'on a un peu de choses étonnantes. Une fois que vous avez lancé le moteur de recherche, vous risquez de vous retrouver, comme c'est le cas là, avec 3069 résultats, ce qui est un peu compliqué, il risque de vous prendre du temps, même si le législateur imagine que les salariés vont passer du temps le soir et pendant leur week-end à chercher les formations, pas sûr qu'ils vont vouloir prendre 3069 formations pour aller les voir les unes après les autres et pour aller choisir celle qui leur paraît le mieux. Donc ensuite, vous pouvez justement aller faire des filtres, un peu comme toutes les applications qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc là, vous pouvez trier par distance, par prix, par date de début, par date de fin ou par nom d'organisme. C'est les différents choix que vous avez et que vous voyez sur le côté. Ça va pouvoir vous permettre d'affiner votre recherche et d'avoir quelque chose du plus pertinent normalement par rapport à ce qui vous arrive au départ. Donc, normalement, non, normalement, le gars, vous devriez, normalement, si vous tapez Excel, normalement, vous devriez avoir des choses. Vous ne devriez pas ressortir qu'avec des métiers, hein. C'est peut-être qu'il y a eu un filtre derrière qui ne s'est pas bien fait. Parce que normalement, avec le moteur de recherche, si vous tapez fait, Excel ou vous tapez PCIE, normalement, vous devriez le trouver. Après, ça dépend comment les organismes l'ont rentré. C'est là-dessus le problème, hein. Les organismes ont été rentrés toutes ces informations sur leur formation. Et c'est vrai que c'est d'abord le titre qui y va. Or, les organismes n'ont pas forcément pensé à ça. Ils ont de temps en temps enregistré le titre de départ. Et en fait, pas forcément par le nom exactement, ou par le thème. Et c'est là-dessus que derrière, on se retrouve de temps en temps avec des choses surprenantes. Donc, il vaut mieux chercher dans le thème bureautique, comme le dit François, pour ensuite pouvoir avoir la bonne information. Et aussi parce que les organismes n'ont pas forcément réfléchi en termes de marketing. Ils n'avaient pas encore vu à quoi ça allait ressembler, hein. C'est là-dessus qu'il va falloir leur laisser un peu de temps pour appliquer. Mais c'est vrai que c'est toute une entrée avec une réflexion quand on enregistre les formations en tant qu'organisme. Et eux, ils ont mis le titre qu'ils avaient et qui n'est pas forcément celui que les individus vont chercher. Et donc, il va falloir un peu travailler cette partie-là. Donc ensuite, dans les critères de tri de la plateforme, vous voyez qu'on les a vus, c'est celles qui avaient été annoncées, les thématiques, les distances, les modalités. Je peux aussi choisir entre présentiel et distanciel. Je peux aller choisir les formations qui recrutent, le nom de l'organisme. Je précise par contre qu'il n'y aura pas de référencement possible pour les organismes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se référencer, bien sûr, mais ils ne peuvent pas payer pour être mis en avant. Donc, il n'y a pas de possibilité et il y a une sélection aléatoire de l'ordre où vont les organismes. Donc, par exemple, un gros organisme qui aurait les moyens ne sera pas forcément plus visible qu'un petit organisme dessus. Donc là-dessus, normalement, il devrait y avoir une objectivité dans les choix que vous allez avoir pour pouvoir s'assurer derrière de bien faire le bon choix d'organisme. Dans le Donc, je vois qu'entre-temps, il y a eu des questionnements qui se sont faits. Bon, apparemment, Olga a réussi à trouver sa solution et François et Karine aussi qui avaient le même problème. Donc, merci François de m'avoir aidé pour l'information derrière de la thématique. Mais c'est un point important, oui. Ça dépend aussi comment l'organisme a rentré la chose. Et Nathalie dit que derrière, pour impliquer et motiver les salariés, peut-être faut-il mettre en avant le maintien du salaire. Oui, alors ça, on va le voir quand on reparlera éventuellement du cofinancement, mais c'est vrai qu'on peut éventuellement trouver des solutions. En gros, il va falloir, pour motiver le salarié à utiliser son CPF, pour qu'un employeur l'utilise à des fins éventuellement d'entreprise, il va falloir trouver du gagnant-gagnant. Et justement, oui, éventuellement rappeler que c'est dans le temps de travail peut être le bon moyen. Vous avez raison, Nathalie. Alors, on va y revenir, Hélène. Je laisse votre question de côté sur l'accord d'entreprise ou un accord de gré à gré suffira-t-il? Je l'ai vu, mais on en parlera tout à l'heure quand on parlera financement d'entreprise. Sur une formation, donc, une fois qu'on a choisi, donc en fait, qu'on va sur la formation, vous voyez que vous pouvez rentrer sur la formation. Et là, c'est plutôt ergonomique et plutôt bien fait, puisqu'on va avoir les différentes informations
pour une formation donnée. Alors, on a dû en choisir une, hein, j'ai aucune action sur la formation Prince2, hein, je précise, derrière, et non plus aucune action par les éditions ENI. Donc, mais là, vous voyez un exemple d'une formation avec les modalités d'inscription, le lieu, le prix. Et vous voyez sur le prix, ce qui est intéressant, c'est que je vois combien coûte la formation et combien j'ai comme droit. Donc, je vois si je peux me la financer ou pas, ou si je vais derrière être obligé de cofinancer cette formation. Je vois quelle est la durée, je vois s'il y a un niveau spécifique au départ, donc s'il y a des prérequis, je vois quels sont les objectifs. Et sur la page suivante, enfin qui est en gros la même page, hein, mais j'ai dû la faire en deux, désolé, on voit le contenu, les résultats attendus, les métiers associés et toutes les informations qui sont liées à l'organisme. Et derrière, bah, une fois que je suis convaincue, alors soit je ne suis pas convaincue et je peux aller poser des questions à l'organisme, je peux alors le contacter. Vous voyez que j'ai son mail et son numéro de téléphone. Si ce n'est pas le cas, et ben derrière, en fait, si j'ai pas besoin de plus, et ben derrière, je peux directement, je reviens en arrière, cliquer sur ma droite et m'inscrire à cette formation derrière. Et il faut aller voir les dates, bien entendu. Il y a Mehdi qui me demande, conseillez-vous aux entreprises de se réserver une enveloppe budgétaire pour pallier aux éventuelles absences des salariés en formation? Seront-ils tirés eux-mêmes s'ils ne viennent pas? On va en reparler aussi, Mehdi. Je vais parler d'annulation derrière, mais normalement, ce ne sera pas l'entreprise de payer, hein. C'est eux qui perdront en fait leur enveloppe, hein, soyons clairs. Mais derrière, on va en reparler quand on parlera des annulations. Je reviendrai sur cette question-là. Oui, le prix affiché est toujours en TTC, donc c'est ce qui sortira toujours puisque les droits sont affichés en TTC. Donc les prix affichés sont toujours en TTC. Et non, Suzanne, c'est ça qui est bien pour les demandeurs d'emploi. Ils n'auront plus à attendre une longue validation de Pôle emploi. Dès ils peuvent s'inscrire, comme ils ont les droits, ils peuvent utiliser les droits comme ils le souhaitent. Et derrière, automatiquement, justement, ils peuvent avoir leur formation. Donc, plus de longs cheminements ni d'étapes compliquées auprès de Pôle emploi, sauf s'ils ont besoin d'un cofinancement. Et là, ils seront obligés de repasser par la complexité de Pôle emploi. Mais là, ils ont tous les choix. Ils ne sont pas limités à la liste réservée aux demandeurs d'emploi. Donc c'est vrai que c'est un grand avantage pour eux et ça va vraiment les aider, notamment pour faire choisir leur formation. Alors après, ils sont tout seuls aussi, hein, donc ils n'ont pas non plus d'accompagnement pour le faire. Ils sont face à la plateforme et derrière, ils n'ont pas derrière l'information en plus. Donc c'est le côté positif, c'est qu'ils sont autonomes. Le côté négatif, c'est qu'ils ne sont pas forcément accompagnés. Mais en parallèle, le dit le législateur, s'ils ont des besoins, des questionnements, ils peuvent aller voir leur conseiller en évolution professionnelle qui pourra les accompagner pour justement bien gérer la plateforme. Pour ceux aussi qui ont du mal avec le numérique, qui ont du mal à la lecture, et ben peuvent aller voir ce fameux conseiller en évolution professionnelle. Alors normalement non, le code d'éligibilité n'apparaît plus puisqu'on n'en a plus besoin en fait, puisque l'inscription se fait automatiquement. Donc derrière, normalement, normalement, il n'y a plus forcément besoin. Derrière, on rentre la formation elle-même et le code d'éligibilité CPF devrait disparaître. Oui, en fait, les demandeurs d'emploi n'ont pas eu un autre traitement, Hélène. En fait, hein, ils ont été valorisés au même montant de 15 euros de TTC pour tout le monde, hein. Il n'y a pas eu de traitement différencié pour les demandeurs d'emploi. Si les formations ont le même libellé, alors Mehdi, je veux bien une explication complémentaire à la question. À comment les distinguer sans code CPF? Bon, voyons quel organisme les fait, hein. Parce que normalement, derrière, si vous avez le même libellé, normalement, en allant dans les informations et dans le contenu, derrière, vous avez l'information très précise de quelle est la formation. Et donc, derrière, demander, sinon, c'est d'aller contacter l'organisme de formation pour s'assurer que c'est bien la bonne formation. Alors, ce qui arrive aussi, nous, la question qu'on a le plus souvent en ce moment, c'est comment ça se fait que je ne trouve pas telle formation sur la plateforme? J'ai été voir, justement, j'avais à l'époque un code CPF, et puis là, d'un coup, j'ai été voir et je la trouve pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas dessus? On l'a oubliée? Non, on l'a pas oubliée, c'est que l'organisme de formation n'a peut-être pas fait son travail. Il a été prévenu suffisamment tôt, il avait à partir du mois de septembre pour aller rentrer les formations derrière sur la plateforme. Il devait aller il avait eu un code grâce à son numéro de déclaration d'activité et chaque organisme devait faire le travail d'aller rentrer toutes ces formations certifiantes une à une sur la plateforme. Malheureusement, certains organismes n'ont pas pensé à le faire ou ont zappé l'information et aujourd'hui, on a des formations qui sont inscrites au registre national de la certification professionnelle et au répertoire spécifique, mais qui ne figurent pas encore sur la plateforme.
Donc là, on a des organismes qui sont en train de courir pour essayer de les faire parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas les faire financer autrement s'ils veulent utiliser le CPF. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez ne pas en trouver. C'est notamment beaucoup le cas des formations faites par les universités, hein, qui ne sont pas toujours au courant ou qui ont un temps de réaction un peu plus long que les autres formations. Et c'est vrai que résultat, il y en a plein qui ne sont pas présentes dessus. Ça va les embêter quand ils vont devoir les organiser. Alors, je vois que les questions arrivent très fortement. Donc, vous pouvez. Alors, Suzanne demande si on peut mettre en concurrence plusieurs organismes. Vous pouvez regarder, mais c'est pas vraiment une mise en concurrence puisque derrière, vous allez faire qu'une seule inscription. Ou normalement, dès que vous allez faire une inscription, derrière, votre somme va être bloquée. Vous n'allez pas pouvoir aller derrière mettre en concurrence. Par contre, vous pouvez avoir vu une formation chez 2 ou 3 organismes qui vous plaisent et vous pouvez aller derrière, vous renseigner auprès de ces organismes. Par contre, une fois que vous aurez lancé l'inscription chez l'un, vous serez partir sur celui-là. De toute façon, vous ne pourrez pas négocier le prix qui est dessus, hein. Il n'y a pas de la plateforme, en fait, elle donne un prix et c'est ce prix-là qui sera utilisé, hein. Oui, alors bah, Nathalie, dans ces cas-là, si vous voyez des choses un peu aberrantes avec justement le même nom de formation et des écarts de prix, c'est que les organismes les ont rentrés et peut-être n'ont pas été très clairs. Normalement, il devrait y avoir une explication. Alors, ça peut être éventuellement le nombre d'heures, mais c'est étonnant qu'il y ait un écart de coût. Mais ça, c'est dû au fait que l'organisme l'a mal rentré, hein. Là-dessus, la Caisse des dépôts et consignations n'y est pour rien, hein, puisque c'est les organismes qui ont rentré les informations. S'ils ont mal rentré les informations et pas mis les bons prérequis, par exemple, et ben derrière, malheureusement, justement, bah, c'est ce qu'il va faire. Donc forcément, l'individu a intérêt dans ces cas-là à aller vers la formation la moins chère. Alors, Laurine demande où rencontrer un CEP si le fonds gestif disparaît. Alors ça, oui, alors attention, le fonds gestif disparaît en tant que CEP, hein, ils ne vont pas disparaître totalement, il reste commission paritaire, hein, pour le CPF de transition, mais derrière, pour aller rencontrer un CEP, ils viennent d'être choisis, hein. Je ne pourrais pas citer la liste de mémoire, mais les CIBC et des organismes de RH ont été choisis pour remplacer les CEP salariés. Donc, il suffit de se renseigner sur votre région pour savoir qui est le nouveau CEP pour aller se renseigner. Alors, Olga demande si le prix a été négocié avec l'entreprise, comment ça va se passer? Eh ben, c'est un grand problème aujourd'hui parce que normalement, il ne peut pas y avoir de négociation de prix. Donc, si Olga, vous aviez fait des accords d'entreprise avec certains organismes de formation, derrière, ils sont caducs aujourd'hui parce que les organismes n'ont pas la possibilité normalement de faire un prix négocié et donc ils vont devoir passer par le prix plateforme. Ils peuvent par contre éventuellement, si c'est un salarié de votre entreprise, vous faire un avantage autre une fois qu'ils l'auront identifié. Donc, c'est éventuellement la possibilité qu'ils ont. Je vais juste vous montrer justement le slide suivant qui va me permettre notamment de répondre à cette question. Vous voyez que dans une inscription sur la plateforme, je fais ma demande de réservation. J'ai 2 jours ouvrés, enfin l'organisme, pardon, a 2 jours ouvrés pour répondre et derrière faire une proposition de commande. Là, il peut répondre à l'offre initiale ou éventuellement une personnalisée. Donc c'est là, par exemple, si vous aviez une offre spéciale pour une entreprise, si le salarié a précisé qu'il est de telle entreprise, qu'éventuellement l'organisme de formation pourrait faire une offre personnalisée, mais normalement pas changer le prix. Il restera sur le même prix, mais éventuellement avoir des choses en plus. Ça pourrait être des services en plus. Donc ça veut dire qu'il va falloir renégocier vos accords avec les organismes de formation avec qui vous travaillez, avec qui vous aviez fait des accords CPF. Ensuite, derrière, l'organisme renvoie donc la proposition de commande. L'individu a 4 jours ouvrés pour valider sa commande. Pendant ces 4 jours, il a garantie de place. S'il met plus de 4 jours, il n'a pas garantie de place auprès de l'organisme. Donc l'organisme peut éventuellement lui faire perdre sa place. Ensuite, l'individu valide sa commande. S'il n'a pas assez sur son compte, il va devoir payer lui-même avec sa carte bancaire. Donc, c'est lui qui sort sa carte bancaire. Et le seul abonnement possible pour l'instant, c'est l'abonnement par carte bancaire. Une fois qu'il a payé ou qu'il a dit qu'il était prêt à donner sa cagnotte, derrière, en fait, l'organisme a confirmation de son inscription et donc derrière lui transmet une attestation d'inscription par l'OF. Il y a une petite particularité pour des formations longue durée, notamment souvent les formations du RNCP, qui nécessitent un prérequis. Dans le cas présent, si vous avez un prérequis, le délai n'est pas de 2 jours pour la réponse d'organisme, mais de 30 jours ouvrés, puisqu'il va falloir que l'organisme valide les prérequis. Et donc là, il y a un petit délai supplémentaire, donc la formation ne pourra pas se faire tout de suite. Alors, j'ai vu pas mal de questions derrière. Donc, j'en étais à la question d'Olga et je vois derrière, en fait, que derrière, le coût de la formation n'est plus négociable avec l'organisme, m'a dit Mehdi. Eh ben,
Là-dedans, normalement, non, vous ne pourrez plus négocier l'organisme, et dit, j'ai en partie répondu. Donc, vous pouvez par contre négocier le contenu éventuellement. Donc, c'est plus dans ce sens-là qu'on peut aller. L'annulation, je vais en reparler. Je mets les questions de côté puisqu'on va pouvoir en parler, même si Diane a commencé à y répondre qu'il y a le délai de 7 jours. Et donc, sur les formations internes, Magali nous pose, quid de notre formation, notre organisme de formation interne, comment faire pour que les salariés hors de notre entreprise ne puissent pas s'inscrire? Ça va pas être possible, ça, Magali. À la limite, vous pourrez éventuellement dire qu'il n'y a plus de place, mais normalement, en fait, vous ne pouvez pas bloquer à des salariés l'utilisation. Donc, si vous avez, vous, en tant qu'organisme interne, des certifications et que vous voulez utiliser le CPF, vous êtes obligé de passer par la plateforme, vous êtes obligé de les enregistrer sur la plateforme et vos salariés devront passer par la plateforme. Et donc, normalement, vous n'avez pas le droit d'interdire en tant qu'organisme de formation à la vente. Donc, vous ne pouvez pas le réserver à vos propres salariés. Alors, dans la vraie vie, comme après, vous avez un temps de validation, vous pourriez éventuellement y jouer, hein. Mais c'est vrai que c'est un petit cas particulier pour tous les organismes internes, hein. Il y a une petite difficulté sur ce sujet-là. Alors, Karine dit comment se fait l'offre personnalisée si le collaborateur n'est pas au courant que nous avons un accord cadre avec tel organisme? Bah, de toute façon, en fait, aujourd'hui, les accords cadres sont rendus invalides par la plateforme, hein, Karine. Donc, dans le cas présent, c'est pour ça que c'est à revoir avec vos organismes, notamment souvent, je pense que vous pensez à vos organismes de langue, parce que c'est souvent eux avec qui on a nos accords ou avec des organismes de bureautique. Et ben, ça veut dire qu'à mon sens, vous êtes obligé, moi, je ne vois pas autrement comment le faire, d'aller renégocier vos accords et après, il faudra prévenir justement derrière vos salariés, quand vous faites du co-gagnant, qu'il y a une offre personnalisée et qu'il faut qu'ils précisent qu'ils sont salariés de cette entreprise pour derrière pouvoir en bénéficier. Ça peut se faire après l'inscription éventuellement aussi, hein. Ça peut se faire en offre de la plateforme. Alors, Suzanne me demande, l'employeur pourra-t-il rembourser? Ça, je vais y revenir. Je laisse ces questions sur le financier, l'abondement employeur. On va y parler tout à l'heure. Donc, Suzanne, si vous voulez bien revenir, si tu veux bien, puisqu'on se connaît très fortement avec Suzanne, si tu veux bien revenir sur la question tout à l'heure, ça sera plus facile. Et pour le reste à payer, eh ben oui, il n'y a que le paiement en carte bleue, Esther, donc il n'y a que cette possibilité d'aller payer. Il n'y a que la carte bleue. Alors avec la difficulté qu'on a actuellement, hein, justement, d'avoir certains salariés, par contre, qui sont bloqués, hein, si vous avez une surcharge à payer, par exemple, d'une formation à 2 000 euros, si c'est une formation longue durée, l'individu, avec sa carte bancaire, peut avoir un plafond et ne pas avoir autorisation de sa banque de payer 2 000 euros. Donc on a des cas complètement aberrants aujourd'hui. Ça, je ne sais pas si la CDC l'avait bien pensé, accompagnée du ministère, mais c'est vrai qu'on arrive avec des cas aberrants aujourd'hui, d'ailleurs avec des financements OPCO aussi aberrants. Je propose d'y revenir tout à l'heure. Est-ce que c'est la responsabilité de l'OF d'informer le titulaire si derrière il y a un accord cadre? J'allais dire que encore faut-il qu'il sache que le salarié soit de telle entreprise. Donc, je pense que c'est surtout à l'individu d'aller prévenir l'organisme de formation. Ça va être compliqué pour que l'OF le sache, Karine. Alors, Diane nous dit si la formation en CPF a déjà commencé, où trouver les informations à l'OPCO. Oui, oui, bien sûr. Pour tout ce qui est lancé, en fait, il n'y a pas de souci, hein. Vous avez eu votre accord avec l'OPCO et derrière tout est lancé et l'OPCO vous cofinancera complètement les formations et ira jusqu'au bout de l'opération. Donc, pour ce qui a été lancé avant le 21 novembre 2019, il n'y a pas de souci. Vous continuez à traiter avec votre OPCO, mais c'est les derniers CPF que vous traiterez avec votre OPCO. Une fois que j'ai choisi ma formation, je la valide. À ce moment-là, et une fois que derrière la formation est validée par l'organisme derrière, le montant prévu au règlement de ma formation est bloqué. J'ai donc un délai de rétractation de 14 jours et pendant 14 jours, je peux éventuellement revenir sur ma décision. Mais à partir de ce moment-là, la somme est bloquée, donc en fait, je ne peux pas l'utiliser pour aller faire une autre formation. Donc, il faut d'abord que je me rétracte pour qu'elle soit débloquée et qu'éventuellement, je puisse aller sur une inscription suivante. Ça, c'est un point important. On risque d'avoir de temps en temps des individus qui ont oublié de se rétracter, etc. Et donc, qui risquent après de ne pas annuler dans les temps. Donc, c'est l'une des difficultés.
Le financement de la formation, on en a déjà parlé, hein. Donc, vous voyez que là, on a un cas d'un prix d'une formation, les droits de la formation qui ne suffisent pas, un reste à payer. Dans ces cas-là, l'individu doit prendre en charge le reste à payer et donc il doit le faire par carte bancaire. C'est aujourd'hui le seul abondement possible par le biais de la plateforme. Il n'y a pas d'autre abondement. Aucun OPCO ne peut abonder par le biais de la plateforme et aucun employeur à date ne peut abonder. Quand je dis derrière ne pourra abonder, dorénavant, il y aura, à terme, il n'y aura plus que l'employeur qui pourra abonder. Les OPCO ne pourront pas le faire. Vous voyez qu'il est marqué que si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez vous faire accompagner par le conseiller pour construire le projet de formation et étudier les financements. C'est un petit cas particulier pour les demandeurs. Petit point important, la carte bancaire, vous la mettez tout de suite parce qu'avant la validation, il faut que vous ayez mis le numéro de carte bancaire. Mais par contre, ça sera encaissé qu'une seule fois que l'organisme de formation aura confirmé l'inscription. Donc, il y a un petit temps de délai. C'est pas encaissé tout de suite. Alors, Mehdi, je crois que c'est pas bloqué, que la carte bancaire, la carte de paiement, elle doit être au nom du demandeur. Maintenant, j'irai pas jouer à mettre une carte d'employeur sur un site où derrière, où derrière l'employeur va le donner un numéro de carte bancaire entreprise. C'est-à-dire que je pense que vous pouvez le faire dans la vraie vie. Par contre, derrière, aller mettre sur le fichier du collaborateur un numéro de carte bancaire qui n'est pas le sien, ça me paraît dangereux pour un employeur, au vu après de toutes les règles financières. Donc, je serais DAF aujourd'hui d'une entreprise, je ne suis pas sûre que je l'accepterais. Par contre, derrière, vous pourriez demander au salarié de payer et ensuite aller lui rembourser. C'est un peu ce que proposait tout à l'heure Suzanne dans le remboursement. Donc ça peut être fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moyen d'imprimer une facture et il n'y a pas de document qui prouvera que que le collaborateur, enfin, il y a rien, il n'y a pas de PDF à imprimer pour prouver que le salarié a payé de ses droits. Et c'est là-dessus le souci. C'est vrai que derrière, normalement, il vous faut un document comptable pour rentrer en comptabilité, un paiement pour que l'employeur rembourse le collaborateur. Alors, le seul moyen aujourd'hui, ce serait de prendre une photo de l'écran, ce qui me paraît un peu limite et je ne suis pas sûre que vos services comptables vont être d'accord. Je pense que c'était ça l'objet de votre question, Mehdi. Donc, alors, quel est le rôle de l'assistant de formation concernant le CPF aujourd'hui? J'allais dire qu'aujourd'hui, Diane, le rôle des services formation en général, c'est plus un rôle d'accompagnement des collaborateurs dans leur choix de formation. Et après, derrière, on verra quand on va reparler d'abondement employeur, ça sera éventuellement d'aller réfléchir à des accords gagnant-gagnant. Mais ça ne sera pas forcément le fait d'aller demander, vous n'aurez plus de prise en charge auprès de l'OPCO. Donc finalement, c'est le collaborateur qui est autonome. Ça peut être plus de l'accompagner, de lui montrer comment fonctionne derrière la plateforme. D'ailleurs, pour ça que nous, on accompagne beaucoup aujourd'hui nos entreprises clientes à créer à la fois des didacticiels, donc des petits supports pour aider les collaborateurs à s'en sortir avec la plateforme et à faire attention aux points de vigilance. On est beaucoup en train de travailler là-dessus avec nos entreprises clientes. Et ensuite, derrière aussi, à créer des petits tutos pour les accompagner, plus dans le rôle justement d'accompagnement pour qu'ils fassent les bons choix, ils ne se fassent pas avoir sur les choix de formation, ils n'utilisent pas finalement tout leur compteur à ce sujet-là. Donc, oui, comme je vous le disais, Charlène, on pourrait de payer, que le salarié paye le reliquat et demande le remboursement à son employeur. Mais par contre, dans la période où il n'y a pas d'abondement, bien entendu, hein, comme vous le dites, maintenant, la difficulté, c'est que l'employeur, il faudrait qu'il ait un document comptable pour le prouver et aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors, si l'employeur est d'accord d'avoir une copie de l'écran prouvant que le salarié a payé, ça pourrait être le moyen. Maintenant, derrière, je suis pas sûre que beaucoup de services comptables vont accepter cette règle-là. Certains OPCO partent sur l'idée quand même, hein, parce que malheureusement aujourd'hui, certains OPCO ont promis à leur adhérents, c'est par exemple le cas de Défi, je ne sais pas si certains d'entre vous sont chez Défi, mais derrière Défi avait promis à ses adhérents de cofinancer en fait le CPF jusqu'au 15 décembre. Or maintenant ils peuvent plus le faire puisque depuis que le 21 novembre la plateforme a ouverte, il n'est plus possible de faire un autre cofinancement et donc en fait ils ont dit qu'il fallait que le salarié règle de Delta et qu'ensuite il rembourserait le salarié. Alors, je plains les pauvres salariés parce qu'avec les temps de remboursement des OPCO, vous voyez bien que ça risque de prendre un certain temps. Et derrière, nous, on le sait, mais le pauvre salarié, il a intérêt à avoir mis des sous de côté pour pouvoir le financer et se faire rembourser.
Vanessa demande si les frais annexes sont pris en charge par le CPF. Non, non, Vanessa, il n'y a que les frais, les seuls frais pris en charge, c'est les frais les frais pédagogiques, hein. Il n'y a aucun autre frais, il n'y a pas la rémunération. C'est la rémunération, soit le salarié le fait hors temps de travail, soit derrière, il demande à son employeur de le faire dans le temps de travail, et c'est l'employeur qui paye la rémunération en acceptant que ça soit fait dans le temps de travail. C'est pour ça que c'est l'un des principaux cofinancements, et ça, c'est faisable dès aujourd'hui, hein. Vous pouvez dès à présent cofinancer par le biais en acceptant que le salarié, derrière, il fasse sa formation dans le temps de travail. C'est l'un des meilleurs cofinancements possibles aujourd'hui. Dire au salarié que lui paye les frais pédagogiques, que vous payez la rémunération. Il a ainsi le droit de faire sa formation dans le temps de travail. Et je vous conseille de le valoriser pour que les individus le voient. Ils verront souvent que la rémunération, elle coûte plus cher que les frais pédagogiques. Donc c'est un des moyens aujourd'hui de faire du cofinancement. Celui-là, il est possible dès à présent, hein, vous pouvez le faire sans problème. C'est celui de le fait de rajouter des sous pour les frais pédagogiques qui est pour l'instant pas possible. Sandrine demande, ce n'est plus possible d'utiliser le CPF avec l'AEF ou l'aide région pour les demandeurs d'emploi. Si normalement, Pôle emploi peut vous accumuler les deux. Par contre, l'individu ira demander le CPF et ensuite derrière, l'AIF et l'aide région s'ajouteront après, Sandrine. Les autres aides viendront après. Mais ça ne se fera pas par le biais de la plateforme. Donc, il faudra découper sur une partie. Donc, ça veut dire que s'il peut se payer une partie, oui, mais alors c'est là-dessus que c'est compliqué. Ça, il va falloir voir comment le Pôle emploi prend la chose avec l'AIF et l'aide région. Magali demande, l'employeur pourra-t-il abonder a posteriori? Bah, de toute façon, ça veut dire que le salarié aura déjà payé, Magali. De toute façon, la Caisse des dépôts ne fait pas crédit, hein. C'est un établissement bancaire. Ils détestent aussi, comme tout établissement bancaire, ils ne font pas crédit. Et à ce titre, enfin, il faudrait faire des prêts, mais c'est pas prévu. Donc derrière, en fait, il n'y a pas de crédit possible. Donc l'individu, s'il n'a pas assez, il fait pas sa formation. Ou alors, il donne son numéro de carte bancaire et il paye. Donc il n'y a pas d'histoire d'abondement a posteriori. Je continue sur ma. Donc là, on a parlé du financement. J'ai vu que le financement, tout de suite, c'était la partie qui intéressait le plus tout le monde, hein, dans le principe. Donc, une fois que la formation est faite, derrière l'individu, on lui a bien sûr enlevé ses sous sur sa plateforme. Et derrière, il a encore une petite action à faire, c'est d'aller évaluer la formation. Donc, on lui envoie une petite évaluation à chaud de la formation, où on lui demande de remplir un questionnaire de fin de formation. Et vous pouvez le voir, alors c'est tout écrit tout petit, mais il y a des éléments sur l'accueil, le contenu de la formation, l'équipe de formateurs, les moyens mis à disposition, l'accompagnement et une synthèse de l'évaluation. Tout ça sera ensuite rendu public et les prochains formés pourront aller voir tous ces éléments compilés sur la formation, ce qui les aidera éventuellement à choisir la nouvelle formation qu'ils voudraient faire. C'est un peu comme sur TripAdvisor ou Booking. De toute façon, la ministre nous avait promis un TripAdvisor ou un Booking de la formation. Donc voilà, ça va en lien avec ça. Laurine demande comment l'employeur peut accorder une formation sur temps de travail, quelle validation de documents particuliers. En général, le salarié doit faire une demande, hein, pour une formation dans le temps de travail. Et donc, dans ces cas-là, il doit d'ailleurs la faire suffisamment en amont, hein, puisqu'il doit la faire 2 mois en avance. Si c'est une formation de moins de 6 mois. Et si c'est une formation de plus de 6 mois, il doit la faire 4 mois à l'avance. C'est d'ailleurs les mêmes délais que pour le CPF de transition. Et dans ces cas-là, il doit le faire par écrit, soit en lettre recommandée ou remise en main propre, et l'employeur a 30 jours pour répondre. Donc en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas se former du jour au lendemain, hein. Je ne peux pas inventer de suite la chose. Pareil derrière, si l'individu veut se former sur son temps de congé, bien entendu, le salarié derrière, parce que l'employeur n'est pas d'accord que ça se fasse dans le temps de travail, le salarié doit demander ses congés selon les délais qui ont été définis dans l'entreprise pour demander les congés et avec les règles normales de demande de congé. Donc, il doit respecter ça. C'est pour ça que normalement, si on fait du jour au lendemain un Black Friday de la formation et qu'un organisme dit qu'il fera 10% sur le prix de la formation si on s'inscrit dans les 10 jours, derrière, en fait, normalement, ça doit se faire hors temps de travail pour l'individu, mais ça va être compliqué pour qu'il pose des jours de congé ou qu'il le fasse dans le temps de travail si on doit respecter les règles de délai légaux. Après, si l'entreprise est d'accord, tout peut se faire, bien entendu. Oui, Suzanne, la compilation des évaluations, elle sera prise en compte pour orienter les futurs stagiaires et les aider dans leur choix. C'est normalement ça qui va le faire. Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est que vous le savez comme moi, c'est souvent ceux qui sont un peu mécontents qui ont tendance à répondre, mais ceux qui sont contents oublient souvent les évaluations. Donc, c'est éventuellement le petit bémol qu'on peut mettre sur ce côté-là.
Mais c'est pareil que sur tout site, hein, comme Booking, TripAdvisor, etc. Ça va être exactement la même idée. Donc, après, en espérant que chaque individu pensera aux autres en se disant que ça pourra aider d'autres individus à le faire. Alors, il n'y avait pas beaucoup de questions sur les annulations. Qu'est-ce qui se passe si je veux annuler? Alors, c'est là-dessus que ça, c'est dans les conditions générales, hein, d'utilisation de la plateforme. En gros, tant que j'annule à plus de 7 jours, ça va bien. Si j'annule à plus de 7 jours, derrière, automatiquement, derrière, on me redonne mes droits. Et normalement, ça se fait très rapidement. Ça devrait se faire dans les 48 heures. Par contre, derrière, si j'avais un reste à charge, derrière, on va me mettre 30 jours. Vous le voyez en bas, il y a un délai de 30 jours calendaire qui vont être utilisés pour me rembourser le reste à charge. Mais ça, si j'ai annulé à plus de 7 jours, il n'y a pas de souci, mes droits sont recrédités et mon reste à charge m'est remboursé. Par contre, si j'annule à 7 jours et moins, donc 7 jours est compris dedans, derrière, on me prend la totalité du montant qui était bloqué dans ma cagnotte. Donc derrière, là, je dois payer 100% du prix de la formation. Et si j'avais payé un reste à charge, il ne m'est pas pris, mais par contre, il ne m'est pas remboursé et on le met de côté pour une prochaine action de formation. Donc le salarié a intérêt à ne pas annuler au dernier moment. Il va apprendre la pédagogie de ce côté-là parce que derrière, sinon, il risque d'y perdre beaucoup de sous. Donc, c'est là-dessus que ça peut être compliqué. Alors, je vois qu'il y a des... C'est bien, vous me faites la jonction. Il peut y avoir des cas de force majeure acceptés. Il n'y en a pas des milliers, hein, et il faudra une preuve, il faudra une pièce probante, disent les conditions. Donc, bien sûr, il faudra une justification. Voyez que les justifications possibles, ben, c'est ce que vous avez dit, Mehdi, c'est la maladie ou l'hospitalisation du stagiaire, c'est l'accident ou le décès du stagiaire ou d'un proche, mais vous voyez que ça doit être un ascendant ou un descendant de premier niveau. C'est le refus de l'employeur qui avait donné le congé et qui revient dessus, donc en disant qu'il y a un impondérable, ou éventuellement, ils ont déjà pensé à cette semaine et à l'interruption des transports de tout type pour qui empêche le déplacement. Mais c'est de nouveau pareil, hein, l'individu devra avoir un élément probant, hein, sinon il ne pourra pas être remboursé et on revient dans les autres conditions. Donc, vous voyez que là, par contre, on risque d'avoir des salariés qui se retrouvent un peu coincés parce qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de penser à ces éléments-là et ils risquent d'apprendre pas un peu difficilement qu'en annulant à moins de 7 jours, ils perdent la totalité de leur cagnotte parce qu'ils n'ont pas pensé en avance à prévenir en fait derrière. Bon, par contre, pour les organismes, 7 jours, c'est peu, hein. C'est-à-dire pour ceux qui avaient des groupes et qui avaient prévu justement d'avoir 12 personnes et s'ils ont 4 ou 5 annulations au dernier moment, ça peut leur changer la donne. Et il fallait arriver à une date, donc elle est identique pour tout le monde. Tout le monde a ce délai des 7 jours, donc c'est celui qui fait retenir sur le CPF. Alors, on comptera les jours de semaine. C'est une très bonne question, le gars. On compte que les jours de semaine. Donc, en fait, derrière, s'il y a un samedi et un dimanche dedans, en fait, ils ne sont pas décomptés. Donc, on n'est pas en calendaire, on est bien en jour ouvré. Donc en fait, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc si par exemple j'ai annulé le jeudi, c'est jeudi, vendredi et après lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour avoir les 7 jours. Oui, Émilie, dans les cas de force majeure, ils sont remboursés. Ils reviennent aux mêmes règles, ils vont être remboursés. Ils seront remboursés sur leur reste à charge et on leur remet leurs droits en fait derrière sur la plateforme. Et c'est là-dessus qu'il faut faire attention et peut-être les prévenir en termes d'accompagnement, hein, parce que ça sera un point important pour pas qu'ils se fassent avoir, parce que malheureusement, ils n'ont pas l'habitude. Hein, ça, là-dessus, on les a beaucoup maternés, nous, en service formation, et ils savent déjà pas les prix d'une action de formation, donc ça, ils vont le découvrir beaucoup avec la plateforme, à mon sens. Et en plus, derrière, ils n'ont pas l'habitude d'aller annuler, ils nous annoncent ça un peu au dernier moment, et ils ont l'impression que c'est sans risque. Alors, soyons un peu méchant, allez, 5 minutes, ça va peut-être leur apprendre pour les autres fois et pour toutes les formations du plan. Ça sera peut-être un bon moyen de faire de la pédagogie par l'erreur. C'est dommage parce que ça va leur coûter beaucoup de sous par contre. Alors si c'est l'organisme qui annule ou qui reporte la session, là dans ces cas-là, en fait l'individu est prévenu derrière et en fait justement on lui remet ses droits et bien sûr on lui rembourse. Hein. C'est pareil. Donc les collaborateurs auront l'information par le biais de l'organisme. Ça. Alors, l'individu peut-il s'inscrire sur une formation? Je vous ai déjà parlé de l'obligation, de l'autorisation d'absence. Je vous ai remis le texte de loi, hein, mais je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc, 60 jours pour une formation de moins de 6 mois et 120 jours calendaires pour les autres cas.
notification obligatoire de l'employeur. Donc ça, c'est un point que vous devez gérer. Et ça, c'est pas géré par la plateforme, hein. En tant qu'employeur, un individu qui vient vous le demander, il vient en direct, il n'y a pas de lien plateforme et il n'y aura jamais de lien de plateforme. Donc il vient le demander ou à son encadrant, il y a une remise en main propre. Ça, c'est vous aussi qui allez un peu devoir faire des processus pour informer les salariés là-dessus. Si vous faites des accords d'entreprise, derrière, c'est bien de le préciser. Ou même si vous faites un processus sur Internet, c'est bien de le préciser. Et derrière, ensuite, de veiller à ce que vous respectiez les 30 jours calendaires pour répondre. Je rappelle que l'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. Donc ça, c'est un point important. Sur le... Alors attendez, j'ai une question. Un salarié en arrêt de travail prolongé qui aura accord du médecin pour se former pendant son temps pourra mobiliser. Normalement, oui, Magali, ça n'a pas été prévu sur la plateforme, mais normalement, oui, s'il y a accord du médecin, normalement, il n'y a aucun souci. De toute façon, la plateforme n'a aucun moyen d'aller le valider, hein. Allez le voir. Il n'y a pas de spécificité là-dessus. Alors, non, pas forcément. Vous pouvez en proposer un, Vanessa, une demande d'absence avec un document type. Vous pouvez en proposer à vos salariés si éventuellement vous voulez. Sinon, ils peuvent faire une lettre, hein, derrière de demande d'absence. Donc, il y a des modèles types aujourd'hui sur Internet, hein, mais vous pouvez aussi en proposer, bien entendu. Non, bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter, hein. C'est un choix d'employeur. C'est-à-dire que si la formation vous intéresse, vous pouvez accepter dans le temps de travail, si elle a un intérêt pour l'entreprise que le salarié se forme. Sinon, vous refusez. Il n'y a pas de raison d'ailleurs à donner, hein. Vous n'êtes pas obligé de notifier votre refus derrière et d'expliquer les causes, enfin pourquoi vous l'acceptez. Mais derrière, en fait, vous devez expliquer vos refus. Vous devez notifier, par contre, excusez-moi, vous devez notifier le refus mais pas expliquer les raisons forcément. Mais derrière, ça peut être aussi d'aller expliquer que c'est pas dans les objectifs de l'entreprise et donc derrière que le salarié doit le faire hors temps de travail. Oui, oui, même pour les VAE. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas soumis à aucune obligation ou les bilans de compétences. Donc en fait, non, non, pour aucune des formations qui sont aujourd'hui en CPF, vous n'êtes obligé d'accepter. Alors, on en arrive à mon cofinancement et justement à différentes questions que j'avais mis en suspens, mais que je n'ai pas oublié, c'est promis. Alors aujourd'hui, comme je le disais, le cofinancement est compliqué parce que justement sur la plateforme, il n'y a aucune modalité. Alors pourquoi ça a été mis en suspens? Parce que derrière, aujourd'hui, tout n'est pas encore prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il y a quelques éléments qui bloquent encore, notamment le fait de savoir à qui on envoie la demande. C'est vrai que c'est un des points compliqués parce que derrière, est-ce que c'est le salarié qui va rentrer le nom de son RH à qui on va envoyer la demande? Mais on sait que les salariés ne savent pas toujours très bien qui est le RH, donc les deux risquent de se perdre dans l'entreprise. Ou est-ce que derrière, finalement, ou est-ce que finalement on met un référent CPF dans les entreprises? Mais ça, c'est pareil, les gens changent très vite dans les entreprises, donc derrière, ça risque d'être compliqué. Donc ça, c'est l'une des premières difficultés qu'a la Caisse des dépôts et consignations et auxquelles il se donne un peu de temps pour répondre. Deuxième difficulté, c'est comment arrivera le financement de l'entreprise. Et ça, pour ceux qui sont dans des grands groupes, ça va tout de suite vous parler. Parce que s'il faut rajouter 2 000 euros, la Caisse des dépôts et consignations n'est pas prête derrière à faire crédit. Donc il faudra qu'avant que le salarié rentre en formation, l'entreprise ait payé la Caisse des dépôts et consignations pour le cofinancement. Or, vous le savez comme moi, dans un grand groupe, ça met un certain temps dans le circuit de financement. Il faut déjà avoir un numéro de bon de commande, il faut rentrer sur SAP ou sur un autre outil de ERP. Il faut ensuite que ça ait été validé par les différentes personnes, etc. Donc ça, en fait, or la Caisse des dépôts et consignations a promis que les organismes seraient payés à 45 jours. Donc ça voudra dire que le cofinancement risquerait peut-être de bloquer les inscriptions en formation. Donc derrière, c'est des questions sur lesquelles ils sont en train de réfléchir et d'essayer de trouver la meilleure solution pour le faire. Donc c'est pour ça qu'ils se sont laissés jusqu'à la fin mars pour trouver les solutions en promettant que fin mars, on aurait des solutions et que la plateforme ouvrirait pour le cofinancement des salariés. Après, sur la réponse enfin de l'accord d'entreprise, il n'est pas obligatoire de faire un accord d'entreprise. Il est fortement conseillé, en tout cas, il est fortement conseillé, je vous conseille fortement de faire une politique CPF. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est derrière de décider quelles sont les règles. Comment je vais financer? On a notamment un problème entre les cigales et les fourmis. Je m'explique. Je vais avoir des salariés qui vont utiliser très vite toute leur enveloppe. Et j'en ai d'autres qui n'auront rien utilisé. D'ailleurs, on en a pas mal, hein, puisque quand on voit combien il y a de gens qui sont à 3240 aujourd'hui, ça veut dire que depuis 2004, au moment du DIF, ils n'ont jamais rien fait en formation sur le DIF ou sur le CPF. Donc ceux-là derrière, en gros, quand je vais leur demander un cofinancement, je vais leur demander toute leur cagnotte.
Alors que celui qui a déjà tout consommé, il a quasiment plus rien, je l'envoie en formation et je donne que 100 euros pour lui. Est-ce que c'est très juste? Ou est-ce que j'essaye de trouver un système qui dit si le salarié donne 300 euros, derrière, en fait, aujourd'hui, je cofinance à 300 euros en tant qu'entreprise pour faire une égalité de traitement entre les uns et les autres. Alors ça reste à savoir aussi si la plateforme le permettra, hein, parce qu'aujourd'hui, à date, le système tel qu'il fonctionne et tel que la Caisse des dépôts et consignations voit le fonctionnement du cofinancement, il partirait sur l'idée que le salarié utilise d'abord tout ce qu'il a et que l'employeur pourrait venir qu'en cofinanceur pour rajouter le delta. Reste à savoir derrière, bah justement, dans ces cas-là, c'est pas très juste. Vous voulez faire de l'anglais et que ça coûte 1000 euros et que le salarié a 3240 euros, on va utiliser toute sa cagnotte et lui, je cofinancerai rien. Par contre, j'en ai un autre qui n'a que 250 euros. Pour lui, je cofinance 750 euros. Donc, c'est là-dessus qu'il y a des réflexions à monter sur des politiques de CPF. Il faudra le faire tranquillement quand on aura les informations de comment ça fonctionnera avec la Caisse des dépôts et consignations. Mais prévoyez, oui, en début 2020, des réflexions sur ce sujet-là pour monter une politique CPF. Et s'il le faut, pourquoi pas, aller sur un accord d'entreprise. En même temps, il est mieux de passer par l'accord d'entreprise pour bien noter les règles et pour que tout le monde les suive. Mais il n'est pas obligatoire, hein, vous pourrez faire un cofinancement au gré à gré, comme a été la question. C'est faisable de le réaliser. Après, derrière, c'est là-dessus que, attention aux inégalités de traitement, ça se sait vite dans une entreprise et il peut y avoir très vite des rumeurs, malheureusement, sur ce genre de sujet. Je vois que Diane m'a reposé une question en cas de formation sur temps de travail et acceptation de l'employeur pour un congé de formation. Alors, c'est pas un congé de formation, c'est une absence de formation, oui. Comment suivre la présence du for... Alors, c'est pas vous qui suivez, Diane, la présence, hein, c'est la Caisse des dépôts et consignations. En fait, la Caisse des dépôts et consignations ne payera l'organisme que quand il aura envoyé les éléments probants à la Caisse des dépôts et consignations. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous n'aurez pas de suivi à faire. Derrière, tout se fera automatiquement par la Caisse des dépôts et consignations. C'est eux, finalement, ceux qui valideront toutes les pièces et les éléments probants. Alors, reste à savoir si j'ai cofinancé, ça c'est peut-être une autre question qui va se poser, si j'aurai le droit de télécharger les pièces qui ont été données par l'organisme ou si les organismes devraient me les repayer, me les renvoyer. Ça, c'est pas encore décidé, ça fait aussi partie des questions de cofinancement qui sont en train de se poser. Bon, alors juste dernière question, est-ce que tout le monde va commander son CPF avant la fin de l'année? Est-ce qu'on va avoir un effet solde ou un effet Black Friday d'un seul coup? J'avoue qu'on n'y croit pas trop non plus. On a eu énormément de curieux qui sont venus sur la plateforme le 21. Certains ont tout commandé parce qu'ils avaient déjà des besoins, d'autres aussi parce qu'ils étaient plus curieux, ils ont envie de le faire. D'autres ont été beaucoup déçus, hein, on a eu pas mal de déçus, d'où d'ailleurs les mauvaises notes de l'application, parce qu'en fait ils s'attendaient à pouvoir se payer une super formation avec le montant qu'ils avaient et ils ont découvert qu'elle coûtait très cher. Ils n'avaient pas du tout l'intention de mettre leur numéro de carte bancaire et pas du tout non plus l'intention d'aller se former hors temps de travail. Donc très vite ça a démotivé certains. Donc je ne crois pas réellement, et ça je vais le dire clairement, moi je ne crois pas au fait qu'on va avoir 100% des individus qui derrière iront demander leur CPF demain. Je pense que les demandeurs d'emploi c'est pour eux une chance d'aller se reconvertir. Je pense que les demandeurs d'emploi c'est pour eux une chance d'aller se reconvertir. Pour des gens qui ont des vrais projets, ça va être un bon moyen d'aller se former. Mais derrière, je ne m'étonnerait qu'on ait d'un coup un afflux majeur derrière de ce genre de choses. Y a-t-il des questions derrière en lien, même s'il y en a eu pas mal pendant le cours, et je vous en remercie, ça a rendu l'animation plus dynamique. Donc, comme je vous le disais, hein, nous, on est en train de travailler nous, en ce moment, on forme pas mal chez nos clients les équipes formation justement pour accompagner. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Et pareil, on est en train de préparer, vous risquez d'avoir très prochainement un petit mail, des didacticiels et des tutos qu'on peut adapter justement aux entreprises. Si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à revenir vers nous. On saura vous aider. On est en train d'en faire pas mal sur le sujet. J'en profite puisque je suis un peu au moment de la publicité pour vous dire que si vous avez apprécié ce moment avec Devop, on prévoit un autre grand moment pour se rencontrer entre nous parce que vous avez vu là pour l'instant vous avez vu vos noms mais vous ne vous êtes pas rencontrés. On va créer un événement qui va s'appeler le thé et le café de la formation où devrait se retrouver trimestriellement 3 heures par trimestre, justement pour faire un petit point juridique et parler de pratique de la formation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas ou à demander à Arnaud des informations ou à moi. Ça sera avec plaisir qu'on vous retrouvera pour aller échanger un peu comme aujourd'hui, mais pas en mode virtuel, en mode réel, autour d'un thé ou café sur ce vaste sujet.
Ça permet de créer un bon moment de rencontre entre responsables formation. Ça se fera sur Paris, hein, pour ceux qui sont en province, ça sera plus compliqué. Mais derrière, on a envie de. Oui, ça sera une formation. Non, ça sera pas en anglais, ce sera en français derrière. Oui, pour ceux qui, quelqu'un m'a demandé derrière si vous aurez la présentation. Bien entendu, Mehdi, vous allez avoir la présentation. Elle va vous être envoyée. On a tous vos mails, donc on va vous l'envoyer. Et si derrière certaines personnes l'ont loupé, n'hésitez pas, elle va être en replay, hein, donc vous pourrez demander derrière. Vous pourrez aller la montrer à certaines personnes. Axel dit que l'utilisation de la plateforme est plutôt limitée. Disons que si vous avez suffisamment de crédit, vous pouvez vous payer la formation, mais par contre, derrière, si vous voulez aujourd'hui cofinancer, elle est limitée et elle est limitative. Mais attention, elle va arriver, hein, elle va pouvoir se démarrer. Il faut encore attendre quelques mois, 3 mois d'attente, c'est pas si long que ça. On va avoir Noël entre-temps, vous allez voir, on va y arriver. Et le législateur a trouvé déjà toutes les solutions pour lancer cette plateforme pour une meilleure autonomie. On peut espérer qu'il trouvera des bons moyens de cofinancement. Ce sera à nous, entreprises, par contre, de trouver les bons moyens co-gagnants, hein, pour y arriver. Bon, j'espère que vous avez apprécié cet échange entre nous, même si ça a été beaucoup par le biais du chat, mais au vu du nombre derrière, pas forcément le choix aujourd'hui. Mais je vous remercie à tous pour votre participation active au niveau des questions. Et, euh, et puis derrière, j'espère vous voir bientôt et j'espère vous voir participer à notre thé et café. Merci beaucoup, Vanessa. Arnaud, tu voulais dire un mot pour finaliser? Non, c'était très bien. Je pense que c'était très pratique et c'est ce que les gens attendaient. Et puis, comme tu le dis, après, on va monter ce fameux thé au café de la formation. Et ce qui va être intéressant, c'est que nous, on va être force de proposition, surtout Céline. Mais en fait, on attend aussi de vous, s'il y a des sujets qui sont importants pour vous, de nous les proposer parce qu'on pourra s'adapter. Il y en a 4 tout au long de l'année, hein, Céline, c'est ça? Oui, Et donc, un voilà. par trimestre. Et donc, on va pouvoir s'ajuster aussi à l'actualité comme elle bouge. Et comme c'est des sujets qui vous intéressent, on va aussi pouvoir se caler sur vos centres d'intérêt, ce qui est important pour vous. Voilà. Donc, Et n'hésitez on pas à sait que revenir c'est vers un besoin, et on sait que c'est un besoin sur nos métiers de formation, d'aller voir un peu ce qui se fait chez les autres, de faire un peu de benchmarking, et puis d'échanger. Aussi de voir que les autres ont les mêmes problématiques que moi, ça peut être sympa, ça déstresse un peu. voilà. Bah, écoute, moi Céline, je te remercie, comme tous Ben, nos participants d'ailleurs. ben écoutez, merci à tous, merci Arnaud pour ce partenariat toujours agréable. On se côtoie depuis des années avec Devop et on aime toujours travailler ensemble, c'est toujours un vrai plaisir. Donc, je vous conseille à ceux qui ne connaissent pas Devop d'aller voir très vite leur catalogue. Je suis sûre que vous y trouverez plein de choses intéressantes. Et vous verrez, l'échange avec Arnaud est toujours aussi agréable. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Allez vite regarder si vous voulez faire votre CPF. N'oubliez pas que vous êtes aussi des salariés et que vous y avez droit. Et puis à très bientôt. Bonne fin de journée à tous.